Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent, bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurent Prodon. Salut Laurent. Salut Vincent, merci pour l'invitation. Avec plaisir, avec Laurent, on va parler de gouvernance parce que Laurent m'a contacté sur LinkedIn, je ne sais plus exactement trop pourquoi, mais il y avait un intérêt à partager sur ce qu'on faisait les deux, et puis j'ai découvert qu'il faisait plein de choses intéressantes, en particulier liées à la gouvernance. Peut-être que la première question déjà qu'on peut se poser, c'est la gouvernance. Alors moi, c'est pas un sujet dans lequel je suis hyper actif depuis très très longtemps, mais si tu dois définir la gouvernance, tu dirais quoi? C'est l'ensemble des règles qui régissent un peu la vie, la prise de décision d'une société. C'est pas trop faux, ça? Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. En fait, ce terme de gouvernance, il est un petit peu. Franchement, avant que je m'y intéresse, je m'intéresse à la gouvernance partagée. C'est un terme qui m'aurait fait plutôt peur, je crois. Hein. J'aurais pas trop su quoi dire derrière. Et puis, ce que j'aime bien dire aujourd'hui, c'est la gouvernance, c'est finalement comment on s'organise pour aller vers notre mission. Hein. Donc, très simplement. Dans comment on s'organise, il y a comment on répartit les responsabilités, comment on répartit la prise de décision notamment. Et la gouvernance partagée vient dire pas mal de choses par rapport à ça. On aura l'occasion d'en parler. C'est génial. Tu vois, les définitions simples, ça me va. Ça, c'est l'ancien physicien qui se réjouit de voir un truc avec 3 termes dans l'équation plutôt que 35. Donc le fait que voilà, c'est comment on s'organise pour aller vers la mission, ça c'est vraiment top. Qu'est-ce qui a fait que tu t'intéresses à ce sujet en fait? Comment t'es tombé dans la gouvernance? Ou bien comme Obélix depuis tout petit ou comment? Excellent. Pas comme Obélix, mais pas loin. Je travaillais en 2015 dans une agence digitale qui s'appelle Leap. À l'époque, c'était une centaine de personnes. Aujourd'hui, ils sont plutôt 250. Qui appliquait déjà des méthodes agiles de gestion de projet et qui avait envie de répliquer ce genre de méthodologie à toute l'organisation. Ils se sont intéressés à un bouquin qui était sorti à l'époque qui s'appelle Reinventing Organizations de Frédéric Laloux, qui a été un vrai déclencheur pour pas mal de boîtes de se dire ah mais en fait l'entreprise on peut l'organiser autrement en fait j'avais jamais imaginé, ça me correspond beaucoup plus et c'était le cas de Leap. Et donc Leap s'est intéressé à la gouvernance partagée. Je me souviens très bien que la première fois que j'ai entendu ça, c'était un des fondateurs de l'entreprise qui avait fait un talk lors d'un événement interne. Puis moi, je m'étais dit, c'est trop cool, Leap, on peut vraiment s'intéresser à tout dans cette boîte. Ça me semblait encore un peu lunaire. Et puis, Leap a fait une transition vers un système justement de gouvernance partagée qui s'appelle Holacracy en tout début 2016. Moi, j'étais vraiment partie prenante de cette transformation. Et du coup, à partir de là, je me suis passionné pour le sujet. Alors, histoire de ne pas perdre le 80% des gens qui, dès qu'ils ont entendu Holacracy, ils ont dit c'est des fous, ils ont des chandails, ils mangent que des graines. Non, c'est un vilain. Ah ouais, dans l'univers de la gouvernance partagée, Holacracy, ce serait plutôt le contraire, je crois. Tu sais, ils ont cette image de ça a été créé par des Américains, ils ont mis un R registered sur la marque au moment où ils l'ont créé et tout ça. Ah d'accord. Donc tu vois, tout est relatif. Ah ouais, super. Mais juste pour pas qu'on les perde, ouais. Ça veut dire que Holacracy, c'est un système de gouvernance partagée, mais il y en a 20 000. Et puis, c'est pas parce que on veut faire de la gouvernance partagée qu'il faut faire de l'Holacracy. On peut faire plein d'autres choses, des petites, des grandes, etc. Génial. Merci de le mettre directement dès le début du podcast. Ouais, effectivement, Holacracy, c'est un des systèmes. C'est celui qui a fait le plus d'efforts pour faire du marketing, je dirais, et puis aussi rendre réel ce que ça peut être la gouvernance partagée. Donc on peut aussi les féliciter pour cet effort qu'ils ont fait. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres systèmes, Sociocracy 3.0, et il y a surtout plein d'autres systèmes qui sont des systèmes un peu faits maison que des entreprises ont finalement repris l'idée de la gouvernance partagée, comment est-ce qu'on peut mieux distribuer l'autorité dans l'organisation, et on crée des systèmes à leur sauce, si on veut bien. Avec, pour le meilleur et pour le pire, hein, mais voilà. Mais non, c'est jamais pour le pire. Toi et moi, on est consultants, c'est toujours pour le meilleur.
Bon, moi j'ai lu le bouquin de Laloux, mais tard, hein. C'était genre, je sais pas, il y a 4 ans, donc je découvrais le truc. Et ça m'a beaucoup marqué, en particulier parce que il parle aussi d'entreprise. Il y a une entreprise au moins qui est dans le manufacturing, c'est assez lourd, je sais plus si c'est des pneus ou quoi, mais c'est intéressant. Donc on voit que c'est à peu près pour toutes les organisations. Peut-être que il faut quand même qu'on définisse. Alors, la gouvernance, c'est comment on s'organise vers la mission, mais on voit qu'on va quand même beaucoup parler de pouvoir, de décision, de rôle, de responsabilité. Hein. Ouais, ouais. Alors maintenant, si on dit la gouvernance partagée, c'est quoi du coup par rapport à la gouvernance? Tu vois, dans le titre, il y a déjà partagé, donc on se dit comment est-ce qu'on peut plus partager ce pouvoir de décider et d'agir en fait. Hein. Donc on se dit comment est-ce que ce pouvoir pourrait être distribué et explicite. Explicite, c'est aussi quelque chose qui va être assez important et sur lequel on pourra revenir, plutôt que concentré et implicite. En gros, si on veut faire ça très simple, il y a une idée dans la gouvernance partagée de dire, de clarifier les terrains de jeu de chacun. Voilà, ça c'est ton terrain de jeu. On sait ce de quoi tu es responsable, mais on sait aussi ce sur quoi tu peux clairement décider, sans avoir besoin de remonter à l'équipe, au manager ou plus haut dans la hiérarchie. Et donc, évidemment, ce qui permet d'aller plus vite pour prendre des décisions. Et puis aussi, ça permet de clarifier vraiment, moi, je me sens après un peu comme un espèce de micro-entrepreneur dans mon organisation. On m'a clairement clarifié mon terrain de jeu. Et maintenant, je me sens libre de prendre des décisions et d'innover et de trouver des nouvelles réponses aux défis qui se présentent à moi. Donc ça, je pense que c'est une partie de la gouvernance partagée. Et puis évidemment, si on parle de délégation, d'oser donner finalement un terrain de jeu à quelqu'un, c'est aussi qu'il y a derrière une idée de confiance et c'est quelque chose qui a, enfin, si on veut bien, ça vient comme un, je sais pas si c'est un prérequis ou dans un deuxième temps, mais en tout cas, ça va de pair. C'est-à-dire que la plupart des entreprises qui travaillent sur la gouvernance partagée ont aussi un côté où on pense qu'on peut faire confiance à l'humain, on pense qu'on peut se traiter d'adulte à adulte dans l'organisation, et on pense que finalement l'intelligence, elle n'est pas concentrée tout en haut de l'organisation, mais il y en a un peu partout, et que ça ne veut pas dire qu'on doit tous décider ensemble de tout. Attention, on reviendra probablement là-dessus aussi, mais ça veut dire qu'en fait, on peut responsabiliser les gens et qu'ils vont faire s'ils ont les bonnes infos, ils vont faire ce qu'ils doivent faire. Comme ils le font dans la vie de tous les jours en fait. Hein, on prend tous des responsabilités assez importantes dans la vie de tous les jours. On n'a pas un manager vers qui on se retourne pour dire est-ce que je devrais acheter cette maison ou pas, qu'est-ce que je fais de mon argent, est-ce que je l'investis ou pas, j'en sais rien, est-ce que je fais un enfant ou pas. Donc on prend des décisions super importantes tous les jours, et quand on est dans le monde du travail, il y a un peu ce côté infantilisant où on a cette idée que il faut demander la permission, ou en tout cas c'est jamais très clair si oui je peux prendre une décision ou je suis censé remonter la hiérarchie pour ça. Alors, quand c'est pas clair, au moins il y a une porte d'ouverture. Moi je connais quand même beaucoup d'entreprises dans lesquelles c'est clair, c'est tu te tais pour être poli et tu fais ce qu'on te dit. Donc il y a quand même encore beaucoup d'entreprises qui fonctionnent sur le sur le mauvais vieux système hyper pyramidal, hyper hiérarchique, hérité certainement d'ailleurs de la hiérarchie militaire, qui a une hiérarchie comme ça pour de bonnes raisons qui sont absolument pas liées au fonctionnement des entreprises. Mais c'est encore des vieux réflexes comme ça. T'as donné 2 adjectifs. Alors moi j'aime bien les adjectifs parce que ça caractérise. Donc t'as parlé quand tu parles de gouvernance partagée. Donc il y a l'adjectif partagé qui est dans le titre. Celui-là c'est bon. Le deuxième c'était le résultat de clarifier. C'était quoi? C'était ouvert? Non, c'était quoi? Explicite. Explicite, merci. Est-ce qu'il y en a peut-être encore un ou 2 autres de ces adjectifs qui caractérisent une gouvernance partagée? Qu'est-ce que j'aurais envie de te donner? Il y a une idée d'équivalence aussi, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des règles qui en fait sont valables pour tous. Tout d'un coup, le manager, dans une gouvernance partagée, c'est pas que il y a toujours des leaders, hein, on pourra peut-être aussi revenir là-dessus,
dans la gouvernance partagée, mais le leader joue avec les mêmes règles du jeu que le reste de l'équipe. Donc on définit des règles, elles sont valables pour tous. Et ça, ouais, il y a cette idée d'équivalence qui est très grande. On pourrait aussi parler de souveraineté. C'est-à-dire? Je m'attends à pouvoir faire. On s'attend à ce que je me prenne vraiment en charge et que je sache où sont mes propres limites. Et donc dans l'idée de self-management, par exemple, Ouais. on sent beaucoup ça, quoi. Ouais. Ok, intéressant. C'est marrant parce que tu as parlé avant d'adulte à adulte. Ouais. Et moi, j'ai plein de copines qui travaillent dans les RH. Certaines, c'est mes clientes, d'autres pas encore. Et elles vont dire, ah mais moi je gère des gamins toute la journée. Moi je gère des enfants, des gens qui sont pas capables de décider, qui dès qu'ils sont pas bien ils se mettent en maladie, etc. Et donc je pense pas qu'on puisse résoudre le problème ici parce que je pense que c'est une question de comment est-ce qu'on dit de point de vue, de Weltanschauung on dit quand on veut paraître malin, de représentation du monde. Où toi t'as dit avant on peut imaginer, on peut voir les employés, les collaborateurs, collaboratrices comme des adultes, comme des gens autonomes qui prennent des décisions dans leur vie de tous les jours. Et puis des gens en face qui diraient bah non pas du tout, au contraire c'est des gamins, faut tout leur dire, faut les contrôler, faut les fliquer. Entre parenthèses, c'est la bonne vieille distinction de mon pote McGregor qui date des années 50 et quelque chose, pouce levé de la part de Laurent, avec la théorie X et la théorie Y. Et c'est un truc moi qui m'a mais absolument épaté quand je l'ai lu. Il y a ça par contre il y a plus longtemps. Parce que je me suis dit mais bien sûr que si tu penses que les gens c'est des idiots qui veulent juste t'entuber, qui veulent juste pas bosser, qui veulent juste tirer leur salaire, c'est évident que tu vas mettre en place des systèmes de contrôle hiérarchique, etc., etc. Mais depuis, on a quand même fait un tout petit peu de sciences sociales en particulier, et puis il me semble qu'on peut quand même, je dirais, faire un peu bouger ce diagnostic vers quelque chose d'un peu plus flatteur, je dirais, pour l'être humain moyen, quoi. Peut-être, j'espère. Tu as raison, il y a une question de voir le monde d'une certaine façon, et après, évidemment, on voit aussi tout de la façon dont on a imaginé que le monde était à la base. Qu'est-ce que j'avais envie de dire par rapport à ça ? En fait, on peut aussi regarder le système dans lequel on est et qu'est-ce que le système crée. Donc, on peut regarder les personnes, puis on peut regarder le système. Ouais. Donc, évidemment que si on reprend ton exemple d'entreprise avant hyper autoritaire, machin, blablabla, évidemment que si je traite les gens comme des enfants toute la journée, il ne faut pas que je m'attende après à ce qu'ils soient traités en adultes, enfin, qu'ils se comportent en adultes. Donc ça, c'est voilà. On peut aussi regarder le système, et je pense que c'est un truc aussi intéressant avec la gouvernance partagée, c'est on peut aussi regarder, quand on voit aujourd'hui les stats d'engagement et de bien-être au travail, elles sont assez désastreuses. Ouais. Et puis on peut se dire, en fait, en quoi le système qu'on a mis en place, il joue un rôle dans ces statistiques? Est-ce que c'est vraiment juste un truc générationnel? Est-ce que c'est vraiment juste un truc de personne? Ou est-ce qu'en fait, on a mis en place un système qui génère aussi ce résultat? Non, alors... Et après, à partir de là, on peut se poser la question, est-ce qu'on a envie de changer quelque chose ou pas? Non, voilà. La réponse, de toute façon, c'était 1, c'était mieux avant. 2, les gens sont plus faibles, ils veulent moins travailler. Cette génération Z, c'est une catastrophe, ils veulent pas bosser, ils veulent bosser à 60, ils sont pas intéressés par le boulot. Moi, de mon temps, moi, j'avais pas le choix. Moi, je devais bosser, donc ça veut dire que je devais bosser. Et puis, mon chef, je lui obéissais, parce que mon chef, quand il parlait, je me taisais. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'objections, en fait, qu'on pourrait adresser à ce genre de système. Puis, on va en parler. Mais juste avant, je me disais, on a ces principes, donc partagé, équitable. J'ai nouveau oublié le deuxième, je sais pas pourquoi. Ouais, c'était explicite. T'as parlé d'autonomie ou de souveraineté, aussi autonome ou souverain, par rapport à son propre domaine. Donc on a ces 4 adjectifs qui caractérisent un peu ces systèmes. Est-ce que selon toi, parce que comme t'es consultant puis que t'accompagnes des entreprises dans ce genre d'effort ou dans ce genre de chemin, est-ce qu'il y a des types d'entreprises ou des moments de la croissance d'une entreprise dans lesquels ce genre de modèle est plus approprié, ce genre d'idée ou de chemin est plus approprié que d'autres? Alors, est-ce qu'il y a des moments où il est plus approprié? Alors, ça serait génial de se poser la question dès le départ. Si je crée une entreprise aujourd'hui, ce serait bien que je me pose la question, en fait, est-ce que j'ai envie de mettre en place un système
qui est responsabilisant ou pas. Voilà. Et voilà. Donc ça c'est super si on a la chance de créer une entreprise aujourd'hui. Et pour toutes celles qui sont déjà créées, c'est difficile de. Moi, je vois pas vraiment des patterns, c'est-à-dire que je vois pas. J'ai l'impression que il y a souvent quelque chose qui est vrai. Il y a quelqu'un à la tête de l'organisation qui a compris que le système qu'il avait mis en place, c'était pas celui qui correspondait à ce qu'il aimerait faire, en fait. Je pense que c'est souvent par là que ça part. Et le système qu'il a mis en place, bah, il est souvent dans un certain état. Est-ce que c'est facile de catégoriser? Je pense pas. Tu vois, finalement, moi, j'ai commencé par l'expérience de gouvernance partagée, qui est peut-être la plus poussée que je verrai de toute ma carrière de consultant. Donc, ouais, exactement. Ouais. Donc, j'ai commencé chez Leap, et Leap, avant même de mettre la gouvernance partagée en place, était déjà sans appeler ça de la gouvernance partagée, avait déjà une grosse décentralisation, énormément d'autonomie, des équipes pluridisciplinaires qui géraient tout leur business dans des endroits, enfin dans des bureaux qui géraient eux-mêmes le business des équipes. Enfin, c'était déjà en mode vraiment confiance et autonomie, quoi. Confiance, autonomie, décentralisation, si je devais clarifier ça. Ouais. Et puis, et donc, Leap, c'est venu plus formaliser des choses qui étaient déjà là. En fait, oui, effectivement, on va mettre des mots sur ça, et puis ça va nous permettre aussi d'aller un peu plus vite, ça va nous permettre aussi de clarifier des choses qui n'étaient pas encore claires, qui étaient plutôt en dehors du business, sur les services support, la direction, qui était encore un peu des boîtes noires que la gouvernance partagée a permis d'expliciter et puis de redistribuer aussi en partie, parce qu'il y a des choses pour lesquelles, en fait, les managers, peut-être que, enfin, c'était le cas aussi chez Leap et c'était un des points de départ, c'était de dire, moi, je suis pas compétent pour plein de trucs qu'on me demande. On me demande ça parce que je suis manager, directeur de l'entreprise, mais en fait, il y a des gens bien plus compétents dans l'organisation pour prendre ce genre de décision. Il se trouve que ils sont peut-être simplement développeurs dans leur rôle principal, mais si on parle de ça, ce serait à eux qu'il faudrait demander. Et donc, la gouvernance partagée donne la possibilité de casser ce gros truc de directeur en peut-être plusieurs choses. Par exemple, on pourrait toujours garder le mot directeur pour une partie des choses, mais on va expliciter ce qu'on attend de ce rôle de directeur. Et puis d'autres rôles à côté, qui sont des choses que peut-être la direction faisait avant, mais pour laquelle elle n'avait pas vraiment de plus-value ou de connaissances. Donc je me souviens plus d'où je suis parti pour te répondre ça. Mais c'était très intéressant quand même. Mais en tout cas, ce qui est clair, ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de secteur qui fait que ce serait plus simple ou pas. J'ai l'impression que ce serait plutôt dans quel mindset est aujourd'hui l'organisation. C'est-à-dire que si on part, quel que soit le secteur, si on part d'une organisation qui est hyper hiérarchique, le chemin sera plus long que pour une organisation qui aurait déjà imaginé qu'on peut responsabiliser les gens et qui aurait commencé à se poser des questions dans ce sens-là. Bon, c'est intéressant l'exemple que tu prends chez Leap, parce que ça veut dire que vous étiez déjà en proto-holacratie et que finalement il a fallu pousser les derniers mètres. Alors je dis pas que c'est facile, mais tu vois, moi j'ai quand même beaucoup de clients dans l'industrie. Ouais, il y a du chemin, mais c'est vrai que le côté état d'esprit de la direction en particulier, je pense effectivement compte beaucoup. Moi, j'ai un ou deux exemples en fait. J'ai aussi lu ça, c'est qu'on perd une partie des gens. En fait, ça veut dire que il y a des gens qui ne peuvent pas, pour des raisons privées, des raisons de parcours professionnel ou de parcours personnel, ne peuvent simplement pas s'adapter à un système dans lequel on leur demande d'être plus autonome, d'être entre guillemets plus adulte. C'est simplement pas possible. Alors, les chiffres que j'ai vus, c'est entre 20 et 25% du personnel, mais pour une boîte de 1000 personnes, ça fait beaucoup. Alors, c'est pas immédiatement, les gens démissionnent pas du jour au lendemain, mais quelque part, ils n'arrivent pas à s'adapter à cette nouvelle culture, finalement, parce que ça aura évidemment des impacts sur la culture de l'entreprise, ce changement-là. Alors, plutôt que de continuer en disant, mais qu'est-ce qu'il faudrait se poser comme question avant de se lancer ? Moi, j'avais envie de te faire un certain nombre d'objections par rapport à ces modèles un peu
un peu gauchiste, là, un peu anarchiste. On est tous équivalents, machin, etc. Euh, et puis de voir comment, finalement, est-ce qu'elles tiennent debout, ces objections, est-ce qu'elles sont réelles, et puis comment est-ce qu'on peut un petit peu les contredire pour montrer que finalement, c'est pas aussi simple que de dire ça marche pas. La première objection à laquelle j'ai pensé quand on a parlé de cet épisode, c'était ces systèmes, c'est le chaos. Il n'y a pas un chef qui décide, ça sera le bordel. Ouais, c'est un truc que j'entends souvent et ce que je vois, c'est que les organisations qui sont en gouvernance partagée, on a utilisé le mot explicite avant, hein, et en fait, le fait de rendre les choses explicites, ça fait que les choses sont beaucoup plus structurées en fait que dans des organisations classiques où derrière le mot de manager, en fait, se cache énormément de choses qui sont complètement implicites. Donc c'est vraiment pas du tout le chaos. C'est peut-être en fait c'est peut-être la chose la plus difficile, c'est que on vient expliciter plein de choses, même dans les réunions, comment on prend des décisions par exemple. Ah oui, ah tiens, c'est vrai qu'on n'a jamais pensé à comment on prend des décisions en groupe. Et, euh, et on parle beaucoup, et finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la prise de décision, c'est juste on regarde Vincent et puis on lui demande ce qu'il en pense? Ouais, c'est ça. Finalement, on fait ce qu'il dit, ou bien est-ce qu'on essaye d'avoir un espèce de consensus et on parle et on parle et on essaye de convaincre tout le monde? Bon, bref. Donc ça, c'est aussi une des choses que vient amener la gouvernance partagée, c'est de se dire comment est-ce qu'on prend des décisions ensemble? Donc c'était juste un exemple de c'est loin d'être le chaos et c'est peut-être la chose la plus compliquée quand on met en place la gouvernance partagée. Compliqué, c'est pas le bon mot, mais c'est celui qui me vient maintenant. C'est on rend les choses explicites et rendre les choses explicites, ça oblige à un peu de travail quand même. Voilà. Ah oui, on aimerait bien que qu'on entende toutes les voix qui sont importantes dans l'équipe quand on doit prendre une décision. Bah ouais, alors du coup, comment on fait? Ça veut dire que on peut plus juste parler à tort et à travers. On va faire un tour de réaction pour entendre toutes les voix dans l'équipe. Et donc, on vient structurer plein de choses qui, dans les entreprises classiques, ne sont pas structurées. Donc, c'est loin d'être le chaos. On va plutôt vers le contraire, à mon avis. Ouais, c'est intéressant. Donc là, c'est vraiment une objection de gens qui comprennent pas le système ou qui ont jamais vécu le système et qui se disent ça va être le bordel parce que ils pensent que la structure tient par le chef, alors qu'on sait que c'est pas vrai. La structure, elle tient par les gens. C'est les gens qui donnent le pouvoir au chef. On sait très bien que quand le chef perd, entre guillemets, son autorité, c'est parce que les gens ont accepté, ont refusé de lui donner, ou ont accepté de ne plus lui donner, et que là, il peut s'exciter tout ce qu'il veut, les choses se feront pas, ou mal, ou pas bien, ou pas à temps, ou etc. C'est intéressant parce que, en t'écoutant, je me disais, mais en fait, le principe d'explicitation des processus de décision, McKinsey en parle à tort et à travers, en disant, mais dans les entreprises classiques, il faut savoir comment vous prenez des décisions en fonction de quel type de décision, les big bet decisions, les cross machin decisions. Et c'est marrant parce que du coup, tu sais, c'est comme les gens qui disent ils veulent faire du coaching en entreprise. Alors, je pense que c'est une mauvaise idée pour d'autres raisons. Mais je pense qu'on pourrait utiliser les outils de coaching en entreprise. Mais c'est pareil, on pourrait dire, on va pas forcément faire de la gouvernance partagée, mais on va utiliser les outils de la gouvernance partagée pour améliorer le fonctionnement de l'entreprise. On pourra toujours se prévaloir de dire « Oh, chez nous, on ne fait pas de gouvernance partagée ». Par contre, on a appliqué beaucoup des principes. Et en particulier, ce principe d'explicitation qui me semble quand même frapper du bon sens. Alors, c'est clair que les entreprises dans lesquelles on aime beaucoup les jeux de pouvoir, on aime beaucoup les discussions de feutrés dans les salons, etc. Là, ça sera compliqué parce que typiquement, l'explicitation, c'est pas une bonne idée dans ce cadre-là. Je crois que tu touches un point essentiel et j'aimerais surtout pas, avec ce podcast, qu'on fasse perdurer une espèce de binarité entre je suis en gouvernance partagée, je suis pas en gouvernance partagée. Parce que je crois que c'est un truc que moi j'ai appris sur mon parcours aussi. Tu sais, au début, quand je travaillais chez Lip, il y a beaucoup d'entreprises qui se sont intéressées à ce qu'on avait fait. Et puis moi, j'ai fait pas mal de talks aussi où je disais une entreprise sans chef, blablabla. Et j'aimerais, je regarde ça avec beaucoup d'amour pour le Laurent que j'étais alors. Oh, c'est beau. Je pense vraiment aujourd'hui que c'est pas binaire. Il y a des entreprises qui se disent en gouvernance partagée et qui, en fait, quand on va les voir,
peut-être ça donne pas la perception de ce qu'on attendrait de la gouvernance partagée. Et je reviens sur ce que tu as dit, et je pense que c'est super important. La gouvernance partagée, elle vient poser des questions qui sont valables pour toutes les entreprises. Donc, vers où on va et comment est-ce qu'on redonne le sens de façon plus explicite. La raison d'être, qui est un des points clés aussi de la gouvernance partagée. Comment est-ce qu'on partage l'autorité et comment est-ce qu'on s'assure que chacun est au clair sur quelle décision il doit prendre. Comment est-ce qu'on prend des décisions quand on doit prendre des décisions en groupe. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont valables, quelle que soit mon équipe, quelle que soit mon entreprise, mais même quelle que soit mon équipe. Donc ça, c'est aussi pour ça que moi, je fais du coaching d'équipe et c'est des choses que j'utilise, quelle que soit l'équipe dans laquelle j'arrive, en fait, pour clarifier le fonctionnement. Parce que, comme tu dis, si on cherche la performance, on est obligé de clarifier le fonctionnement. Et la gouvernance partagée vient donner des outils pour répondre à ces questions, mais les questions, à mon avis, elles sont valables dans quelle que soit l'organisation. Et avant, tu parlais de McKinsey et j'ai entendu un de tes épisodes sur un des derniers frameworks de McKinsey. Et en fait, si on regarde ça, on pourrait se dire, ah bah tiens, effectivement, ils viennent répondre aux mêmes questions et en plus franchement, avec des solutions qui sont en fait assez proches aussi de ce qu'offre la gouvernance partagée. Bah oui, donc effectivement, on peut le voir comme des outils qu'on peut venir mettre dans n'importe quelle équipe aujourd'hui. Parce qu'entre-temps, on a fait 150 ans de psychologie, 200 ans d'ethnologie ou d'anthropologie, puis on sait qu'il y a des récurrences dans le comportement humain sur lesquelles on peut se baser pour être plus intelligent que les systèmes militaires d'il y a 2000 ans. Tu vois, si je faisais du marketing, je dirais, en fait, c'est presque dommage d'appeler ça gouvernance partagée. Est-ce qu'on n'aurait pas l'appeler gouvernance éclairée plutôt ? Parce que ce que tu fais, en fait, c'est... Parce que la réponse, c'est la gouvernance partagée. Mais on pourrait décider d'avoir une autre réponse qui est l'hybride, le mix, le machin. Par contre, le fait de se poser les questions, donc d'éclairer la situation, notre mode de gouvernance, ça, c'est fondamental dans absolument toutes les boîtes. Et on pourrait imaginer une boîte qui, pour des raisons parfaitement valables, parfaitement objectives, dit, ben non, nous, on choisit de ne pas être en gouvernance partagée. Par contre, on a répondu à toutes les questions de la gouvernance éclairée. Et peut-être ça ferait moins peur aux gens, aussi, aux entreprises, de se dire « Ouh, on va faire un truc bizarre. » Non, on va juste répondre à des questions, vous inquiétez pas. Par contre, il faut répondre aux questions, quoi. Est-ce que gouvernance éclairée ferait moins peur aux entreprises que gouvernance partagée ? J'en sais rien. Mais tu as raison. C'est-à-dire que, et en plus, tu vois, Lalou, dans son bouquin, il parlait de entreprises opales. C'est comme ça que ça a été Teal Organizations. Oui. Il y a eu plein de mots autour de ça. On s'est posé la question si partager, c'était le bon mot plutôt que distribuer. Parce qu'en fait, partager, on a l'impression qu'on partage un gâteau en part égale. Et c'est vraiment pas ça non plus l'idée de la gouvernance partagée. Donc, mais bon, après, ça c'est toujours des appellations et finalement, ce qui est important, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à de la performance tout en valorisant l'humain qui est à l'interne dans l'organisation. Ouais. Finalement, qu'on appelle ça d'une façon ou d'une autre, moi je suis content que même McKinsey arrive à des questionnements comme ça, ce qui peut-être va faire réfléchir d'autres organisations que des pionniers éclairés à ce genre de choses. Ouais. Ce que je veux dire, c'est que je pense que le terme devrait représenter le processus plutôt que le résultat. Et quand on parle de gouvernance partagée ou distribuée, on est vraiment sur le résultat qui peut potentiellement faire peur. Alors que si on parle du processus, du fait qu'on va réfléchir ensemble à la gouvernance et puis que les gens vont pouvoir s'exprimer sur la gouvernance et puis décider de quelle gouvernance ils veulent, ça c'est un processus qui peut amener des résultats tout à fait différents. Alors, ça c'était la première objection, mais je pense qu'on a touché vraiment des points que tu as mentionnés qui étaient essentiels. Le deuxième, alors que moi j'ai entendu, d'ailleurs clin d'œil à la personne qui me l'aura dit, c'est lent. C'est beaucoup, beaucoup plus lent. Ce truc, c'est pas efficace. Est-ce qu'il y a une vraie objection ? Est-ce que c'est bien d'être lent ? Comment tu vois ça, toi ? Alors, à quoi est-ce qu'on compare ? Donc, si on pense à c'est lent, moi je vois plein de raisons de penser que c'est plus rapide dans plein de situations, c'est-à-dire qu'on a clarifié les périmètres d'autorité de chacun, et du coup c'est beaucoup plus rapide pour prendre une décision. Je sais très bien si ça rentre dans mon périmètre ou pas, je sais ce que je dois remonter au groupe, et quand je le remonte au groupe, je sais comment on va prendre la décision.
Donc ça, il y a pas mal de chances pour que ce soit plus rapide. Par contre, c'est vrai que prendre une décision par consentement, au début, c'est un truc qu'on doit apprendre. Et c'est vrai que d'écouter les différentes voix autour de la table et de voir s'il y a des objections pour prendre la décision, c'est plus long que demander à un chef Vincent, vas-y, dis-nous la vérité. Sauf qu'il y a aussi pas mal de chances que la décision, elle soit un peu plus éclairée, pour reprendre ton terme, et en plus que on n'ait pas besoin de faire ensuite des mois de change management derrière parce que on a pris une décision, mais on est le seul à avoir compris pourquoi est-ce qu'on l'a prise comme ça. Donc, est-ce que c'est lent? Oui, ça demande un certain apprentissage, et cet apprentissage nous rend un peu lent au début, comme un bébé qui apprend à marcher petit à petit. Mais pour devenir sprinter, il faut avoir appris à marcher d'abord. De manière générale, j'ai l'impression que c'est plus efficace que, l'explicite rend la chose bien plus efficace que l'implicite qu'on aurait dans d'autres organisations. Sauf qu'en fait, on ne mesure pas la même chose. Parce que dans le processus partagé ou distribué, tu prends l'énoncé de la décision, tu prends le processus, mais dans le processus, il y a déjà l'adhésion. Alors que quand Musolino il décide, de son autorité de chef tout-puissant de droit divin, on n'a que l'expression de la décision. Tout ce qui est adhésion, discussion, ça se passe après. Mais ça, en fait, on a l'illusion que ça va plus vite parce que on ne prend que cette petite partie-là dans le temps. C'est vrai que oui, si c'est moi qui décide, ça va plus vite. Oui, mais derrière, il se passe quoi? C'est quel taux d'adhésion? Puis qui va discuter combien de temps de cette foutue décision qui va pas dans le sens de ce qu'on aimerait? Et donc, en fait, en théorie, ça va plus vite, mais on sait qu'en théorie, tout se passe bien. Alors que dans la réalité, on sait que les choses se passent moins bien. Donc, très intéressant cette idée de... En fait, c'est la deuxième fois qu'on a une objection, déjà, sur les deux sur deux, où en fait, on pense, toi et moi, que ça ira peut-être même plus vite, mais c'est beaucoup plus clair ce qu'il y a dans le processus. Alors que quand on dit c'est Laurent qui décide, là, c'est quand même plus compliqué. Troisième objection, tout le monde décide de tout. Donc clairement pas. C'est vrai que quand on pense gouvernance partagée, on s'imagine. Toi, tu as donné cet exemple avant, là, les hippies autour de la table, en train de se raconter leur vie. C'est pas du tout l'idée. On vient expliciter qui est responsable de quoi. Ça se passe aussi au niveau des équipes. Vraiment la structure qu'on utilise en gouvernance partagée avec ce qu'on appelle des cercles et des rôles. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça donne vraiment de la clarté sur qui décide de quoi. Et donc, on n'est pas du tout sur tout le monde décide de tout. Bien au contraire, on a clarifié même ce sur quoi le manager est attendu ou pas. Et le leader, comme on appelle ça dans la gouvernance partagée. Et du coup, non, on ne va pas tous s'asseoir ensemble pour décider. Par contre, on va aussi se poser la question, quand je dois prendre une décision, j'ai mon périmètre de décision, je sais que je peux prendre des décisions là-dessus, mais on va aussi se poser la question, ok, en fait, à qui est-ce que je dois aller demander de l'input avant de prendre une décision? Par contre, c'est clair que la décision, elle sera de mon ressort ensuite. Mais je vais me poser la question, qui est-ce que ça impacte? Qui est-ce qui est un expert dans ce genre de domaine avant évidemment, pour pouvoir prendre la meilleure décision possible. Ouais, c'est marrant parce que je reviens à nos amis de chez McKinsey, qu'on salue d'ailleurs bien, qui écoutent certainement ce podcast, et ils disent en fait, tu organises une réunion de décision, tu devrais, presque dans l'invitation de la réunion, tu dois dire qui va décider, tu dois dire qui va être consulté, sous-entendu, qui va faire office d'expert ou de sparring partner pour les gens qui doivent décider, tu vas identifier qui sont les experts proposeurs, qui sont les personnes qui vont venir proposer des alternatives de décision. Tu vas aussi potentiellement inviter par visio ou etc., ou en tout cas faire lire le PV, toutes les personnes qui vont être impactées par la décision. Donc en fait, tu as au moins, je sais plus, 3, 4 ou 5 rôles différents. Donc c'est des choses qu'il faudrait même faire hors gouvernance partagée. Et je pense que ce que font bien les modèles de gouvernance partagée, c'est justement ça. C'est de dire qui fait quoi dans le processus de décision, qui décide de quoi quand. Et c'est vrai que du coup, ça peut pas être tout le monde décide de tout. Au contraire, c'est peut-être même, il y a moins de personnes qui décident parce que du coup,
question subsidiaire, à ton avis, les jeux d'influence fonctionnent plus ou moins dans les systèmes un peu plus distribués? Bon, on reste des humains, hein, donc il y aura Ouais, toujours des systèmes d'influence, il y a toujours, mais, mais, euh, mais vu qu'on vient clarifier, ok, euh, Vincent, je sais que tu parles fort et que tu aimes bien donner ton opinion, mais en fait, on sait aussi que c'est à moi de prendre une décision. Donc, j'entends ce que tu dis, je le considère, mais la décision rentre dans mon périmètre de responsabilité parce que je suis responsable de ce périmètre et du coup, c'est moi qui vais prendre une décision à la fin. Donc, l'influence, elle est quand même un peu limitée justement par ça. Je vais pas. C'est indéniable qu'on reste des humains et que les humains s'influencent mutuellement. ça veut dire qu'en fait, les jeux d'influence ou les jeux de pouvoir vont se déplacer par rapport à avant où ils étaient à la limite concentrés sur le décideur ou la décideuse. Ça va peut-être se déplacer dans le cercle ou dans certains rôles dans le cercle. Ok. Ouais. Et disons, ce sera cadré par une structure qui définit clairement qui fait quoi. D'ailleurs, c'était un des schémas de base d'une des formations en gouvernance partagée, ou qui mettait un organigramme avec des relations entre les personnes dans l'organigramme. Elle couche avec lui, lui est pote avec lui, machin, blablabla. Et en fait, c'était ça le vrai Bah système oui. de décision. Et en gouvernance partagée, ben, on essaye d'avoir quelque chose d'un peu différent. On a vraiment clarifié qui peut décider de quoi et quel pouvoir d'agir j'ai ici et là. D'ailleurs, on parlait de représentation tout au début, peut-être qu'on en parle 2 secondes maintenant. La représentation d'une entreprise en organigramme est un idéalisme dangereux. Parce que ça ne se passe pas comme ça ne se passera jamais comme ça, parce que les humains ne fonctionnent pas de cette manière-là. Et c'est une représentation qui est vraiment mécaniste. Alors que, d'après ce que j'ai vu, quand tu fais des cercles et des rôles, comme les personnes peuvent appartenir à plusieurs cercles, parce qu'elles ont plusieurs rôles dans la boîte, ça ressemble plus à des espèces d'amas cellulaires, en fait. Et donc, c'est beaucoup plus organique comme fonctionnement. Et donc, je me dis, tiens, là, en termes de représentation, c'est vrai que c'est très, très différent, quoi. Ouais, t'as raison. Je voulais pas trop rentrer dans le détail de ces histoires de cercle et rôle, mais t'as raison. Il y a cette vision en fait, on a besoin de représenter l'état courant. On n'a pas besoin de représenter tu vois, une fiche de poste qui définit en gros ce que je suis censé faire dans l'organisation, une fiche de poste RH dans un système classique, bah, je la vois lors de mon entretien, enfin, quand je signe mon contrat, et puis on la ressort plus jamais jusqu'à. Voilà. Et Des c'est en tout non-voyants. cas pas à ça qu'on va se référer pour savoir si c'est à moi de prendre une décision ou pas dans ce cadre-là. Ouais. Et dans les systèmes qu'on utilise en gouvernance partagée, eh ben, on est sur un système qu'on accepte déjà qu'il va évoluer en permanence. Mhm. Et donc, en fonction des besoins qu'on a dans l'équipe, on va pouvoir créer des rôles, en enlever, faire ce qu'on a besoin de faire, en fait, pour représenter qui fait quoi réellement, hein, et qui sont beaucoup plus à la fois explicites et granulaires. Donc, vu qu'on n'est plus sur euh, un truc qui est RH et tout ça, et où chaque changement a des répercussions légales, on est sur quelque chose de qui fait quoi dans l'organisation. Et qui fait quoi dans l'organisation, ça évolue en fonction de, ok, maintenant je vais faire un projet qui va me durer 12 mois, je participe à un groupe de travail, blablabla. Bah, ça, c'est aussi représenté dans l'organigramme parce qu'en fait, l'entreprise est en train d'investir de l'argent aussi clairement sur cette chose-là. Et il y a des attentes, et donc évidemment qu'on a envie que ce soit représenté d'une façon ou d'une autre, et que moi je sache qu'il y a une partie de mon temps qui est dévolue à ce genre de choses-là. Donc l'organigramme, c'est plus qui manage qui, mais qui fait quoi. Donc c'est beaucoup plus pratique. Et puis ça permet, encore une fois, de clarifier, d'expliciter les pourcentages, qui fait quoi, à quel moment, plutôt que d'avoir effectivement uniquement la relation de subordination comme on peut l'avoir dans un organigramme. Euh, Imaginons qu'une entreprise décide de passer à un système plus plat, ou on fait quoi avec les chefs? Parce que les pauvres... Mm-hmm. Les chefs, je comprends, hein, c'est toujours, on en a les chefs ont peur, enfin surtout le milieu de management en ouais, général a peur de ce genre de transformation parce que ceux qui sont à la tête de l'organisation en général ils ont réfléchi à ça et ils ont envie, il y a une bonne raison pour laquelle ils sont exact. intéressés par la gouvernance partagée. Les collaborateurs, en gros, peut-être certains ont peur de la prise de responsabilité que ça peut représenter, mais Mhm. ben,
c'est possible, mais on peut expliciter aussi que on va continuer. Au début, ce qu'ils vont faire, c'est faire le travail qu'ils ont toujours fait, quoi. On va juste clarifier, en fait, quel est ton terrain de jeu. Mais on ne demande pas de faire plus de choses que ça. Et en vrai, dans tous les systèmes de gouvernance partagée, enfin en tout cas, tous ceux que je connais, il y a des leaders dans les équipes. Donc, même quand on parle de gouvernance partagée, c'est pas qu'il y a plus de chefs, entre guillemets, il reste des rôles de leader. Ces rôles de leader, par contre, ils sont cadrés, quoi. On les définit aussi. Mhm. Donc, on dit explicitement ce qu'on attend de ces rôles de leader. Et comme je disais avant, c'est pas que tout d'un coup, ils peuvent décider de tout sur l'équipe. Ils respectent les mêmes règles. Donc, toutes les règles qu'on définit au niveau de l'équipe, elles sont valables autant pour le leader que pour les autres membres. Par exemple, quand on prend une décision, le leader peut objecter exactement de la même façon que Laurent, le nouveau stagiaire, dans son rôle de je sais pas trop quoi, peut objecter lui aussi. Donc, il suit les mêmes règles. Mais et donc on a toujours besoin, en fait, ces chefs, on les reconvertit souvent en leaders. Et puis il y a aussi souvent, ça permet aussi de repenser aux chefs de repenser, en fait, mais en fait c'est quoi ma plus-value, c'est quoi que j'ai vraiment envie de faire dans cette organisation. Parce qu'il y a on sait bien, il y a plein de spécialistes qu'on a transformés en managers parce que les règles du jeu, c'était si tu veux le jeu de l'échelle. Si tu veux, la seule façon finalement de grandir dans l'organisation, c'est de devenir manager. Pour beaucoup, c'est une assez grosse perte en termes de. Ils n'étaient pas prêts pour faire ça. C'est pas ce qu'ils avaient envie de faire. Ils n'ont pas forcément les compétences pour non plus. Et puis, ils peuvent aussi se reposer la question, OK, en fait, est-ce que j'ai envie de devenir expert dans quelque chose? Est-ce que, donc, utiliser toute l'expertise que j'ai accumulée jusque-là? Ou est-ce que j'ai effectivement envie de devenir leader d'un cercle ou d'une autre chose? Ou est-ce que je prends le lead encore sur une autre initiative qui est importante pour la raison d'être de l'organisation? Donc, de nouveau, la même chose, rendre explicite qui fait quoi. Et pour les chefs, c'est la même chose. Et peut-être que pour des chefs, en fait, ils deviendront simplement leaders de cercle. En général, leader de cercle, c'est pas un boulot à plein temps. Ouais. Donc c'est intéressant. On va pouvoir se poser la question, qu'est-ce que je fais avec le reste de mon temps aussi. Mais souvent, il y a plein de choses en fait qui sont cachées dans ce rôle de manager. Et ces choses, on vient les expliciter. Et probablement que ça donne lieu à d'autres rôles que potentiellement ces managers peuvent prendre. Mais donc, j'aimerais rassurer aussi les middle managers dans les organisations qui vont vers la gouvernance partagée. Le but n'est pas de se passer d'eux. En fait, ce qui est fait aujourd'hui doit certainement être fait demain. Mhm. Le but, c'est juste de reclarifier qui fait quoi et être au clair avec ça. Ouais. Dans le bouquin de Lalu, il y a l'exemple des soins à domicile néerlandais, Buurtzorg, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Ouais. Le classique. Le grand classique. Mais ce que j'avais beaucoup aimé, en fait, c'est qu'une bonne partie du middle management était devenu conseiller, coach. Ça veut dire, parce qu'on a souvent, comme avant, on prenait les meilleurs, puis qu'on les promouvait, et puis que c'est quand même des gens qui avaient les meilleurs, les plus expérimentés ou les meilleurs techniciens. Alors on perdait le bon technicien, on gagnait un manager plus compliqué. Mais là, on peut ressortir cette expertise. Ça peut être une expertise fonctionnelle, ça peut être une expertise opérationnelle. Et tout à coup, on a des gens qui sont hyper heureux parce qu'ils peuvent aller expliquer. Ils sont valorisés. Le fait qu'ils savent est valorisé. Alors que si tu viens faire un cours de leadership chez moi, je vais te dire que ce que tu sais, en fait, c'est pas que je m'en fous un peu, mais ça va devenir un problème pour toi en tant que responsable parce que tu vas micromanager, tu vas décider à la place des gens. Donc là, au contraire, on va dire non, toi, t'es l'expert en décolletage, tu vas être conseiller décolletage pour toute la boîte. Tu vas faire que ça toute la journée. Les mecs, c'est incroyable. Ils disent, mais puis en plus de ça, je pourrais aider le concierge à faire le jardin parce que moi, j'aime bien jardiner. Ouais, tu pars en deuxième rôle, dis donc, tu vas faire du jardin. Alors qu'en fait, t'es expert et ça m'a vraiment, mind blown parce que je me suis dit, les humains, on est comme ça, quoi. On aime faire plein de trucs. Et pourquoi au nom de quoi est-ce qu'une entreprise dirait, ah non, toi, je veux que 12,35% de ce que tu sais faire, quoi. C'est vraiment, je vais pas dire que c'est pas une bonne idée, mais ça paraît vraiment bizarre dit comme ça, quoi.
Ouais. Et Et si on va plus loin sur ton idée, ça paraît même incroyable, c'est de dire en fait, chaque point dans l'organigramme représente une personne à 100%. Enfin, tu vois, il n'y a pas de raison en fait que chaque point dans cet organigramme ce soit pile comme par hasard une personne à 100%. Donc, au contraire, tout d'un coup, on se dit ah bah oui. J'ai toujours un peu peur de ces exemples de. Toi, t'as dit jardin là, et puis il y a d'autres qui parlent de café ou tout ça, parce qu'on pourrait penser que les rôles finalement, ça devient des choses qui sont un peu euh, peut-être pas en relation directe avec le business, alors que ah, dans la gouvernance partagée, on est vraiment. Enfin, il y a cette idée d'efficacité et d'efficience qui est hyper importante. Donc le but, c'est pas de construire un modèle gentil. Hein. Le but, c'est de construire un modèle qui est efficace, efficient et respectueux de l'humain en même temps. ouais, ouais, ok. Super intéressant. Pour terminer, si on a des gens dans notre audience, d'ailleurs on salue notre auditeur ou notre auditrice, qui se disent ah ça m'intéresse, mais quelles sont les premières questions que je dois me poser? Les premières questions que je dois me poser, c'est peut-être regarder, tu sais, qu'est-ce que tu as utilisé comme terme avant pour gouvernance? Quoi, tu as dit gouvernance Éclairé. éclairée. Et du coup, la première chose à faire, peut-être, c'est regarder son propre système et puis de se dire, en fait, en quoi est-ce que il correspond à ce que je veux ou pas? Hein. Est-ce qu'il est responsabilisant? Est-ce qu'il permet aux collaborateurs d'utiliser pleinement leur potentiel ou pas? Est-ce qu'on arrive à prendre des décisions rapidement, à les prendre au bon endroit? Est-ce que le système est aligné avec les valeurs qu'on prône? Est-ce qu'il nous permet de recruter les bonnes personnes dont on a besoin? Et puis, en fonction de ça, on peut réfléchir à, OK, en fait, qu'est-ce que j'aimerais comme système? Et regarder, je pense que c'est pas con de regarder la gouvernance partagée et de se dire, bah tiens, qu'est-ce que ce genre de système comment est-ce que ce genre de système peut m'aider à réfléchir Mhm. différemment à mes problématiques? Donc, pas forcément, je suis pas en train de dire tout le monde doit aller vers la gouvernance partagée, je suis en train de dire, ouais, tiens, à mon avis, c'est pas con de regarder ce que ces systèmes ont à offrir, ne serait-ce que pour s'en inspirer. Mhm. Bon, la deuxième question à se poser, c'est quand est-ce que j'appelle Laurent Prodon? Évidemment, hein, bien sûr. Ça, c'est évident. Avec plaisir pour un café, n'importe quand. Ouais. Euh, C'était vraiment très intéressant. Avant de commencer à enregistrer, j'ai dit, ah, on va se tenir à 30 minutes, mais bon, je crois que j'y arrive jamais, c'est pas grave. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour toi, qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui nous écoutent à propos de ce qui te passionne justement dans toutes ces gouvernances partagées? S'il y avait une chose sur laquelle j'aimerais revenir, c'est sur ce point qu'on a soulevé tout à l'heure, qui est c'est pas binaire et c'est quelque chose c'est quelque chose sur lequel on a besoin de réfléchir. N'importe quelle organisation, mais n'importe quelle équipe a besoin de réfléchir. Donc j'encourage tout le monde en fait à se poser ce genre de questions et à se poser la question de en fait à quel point dans mon équipe euh, on utilise tout le potentiel de l'équipe. Est-ce qu'on est performant un peu, beaucoup, totalement et est-ce que en fait le fonctionnement de mon équipe est durable, par exemple. Et puis à partir de là, voilà, de réécouter ce podcast et se poser des questions, des bonnes questions. Top. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toi, Vincent. Plaisir. Et à la semaine prochaine. Ciao.